Donc, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui pour cette conférence sur l'approche clean et les neurosciences dans le coaching. Donc, Chloé Nortier, en ce qui me concerne, coach superviseur, experte en clean coaching. J'aurai la charge de vous apporter tout ce qui est lié au clean coaching. Et pour faire ça, je viens d'une certaine généalogie. Donc, le clean, c'est une technique qui a été créée par David Grove dans les années 70-80. Ça a émergé en même temps que l'hypnose ericksonienne et la PNL. Et David s'est intéressé à un certain nombre de choses et entre autres, il travaillait sur ces périodes traumatiques avec des gens qui revenaient du Vietnam et les premiers grands traumas qui avaient lieu, sur lesquels les gens ont commencé à travailler. Et il a à ce moment créé ce qui s'est appelé le clean language, donc une technique d'interrogation minimaliste. Alors, clean language, si on essaie de le traduire en français, c'est très moche. Ce qui traduit le mieux le sens, ce serait langage épuré, langage minimaliste. C'est une technique d'interrogation avec une syntaxe particulière, un nombre de questions très restreintes. Et la vocation du clean language, c'était de permettre aux clients de traverser leur trauma sans le revisiter, sans le revivre, c'est-à-dire de le traverser à travers une métaphore. Ça, c'est le travail de David dans les années 70-80. Et puis, dans les années 90, il s'est mis à travailler sur quelque chose de complémentaire qui s'est appelé le clean space, donc l'espace épuré, l'espace minimaliste. Parce que quand on travaille en clean language, ce qui se passe, c'est qu'il y a une attention du facilitateur qui est très importante, de manière à se souvenir et à retenir et à capturer les mots exacts du client. Le clean space, c'est l'utilisation de stockage comme source d'information, donc l'utilisation de la phénoménologie. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les travaux de constellation. Le clean space est une sorte de constellation structurelle. Et également comme stockage de l'information de ce qui émerge pour le client. Et puis, dans les années qui ont suivi, dans la dizaine d'années qui a suivi, David s'est intéressé à quelque chose d'encore plus épuré, qui est ce qui en anglais s'appelle The Emergent Knowledge, qui en français a été traduit par la puissance du 6. C'est une itération en 6, une itération d'une même question 6 fois, faite de manière un petit peu particulière, qui permet vraiment l'émergence. Toutes ces techniques sont au service d'une chose qui est la posture clean, c'est-à-dire cette posture qui laisse énormément d'espace au client et qui minimise l'interférence du facilitateur. Et David est mort prématurément, précipitamment, en 2008, à 56 ans d'une crise cardiaque, et a laissé derrière lui une communauté qui, en France en tout cas, qui travaillait de manière expérimentale avec lui. Les Anglais, eux, avaient modélisé le clean language, et ça, le livre est paru dans les débuts des années 2000. En France, la communauté fonctionnait de manière expérimentale. On reconnaît bien le côté très latin de l'expérimentation. Et du coup, moi, je suis la digne descendante, enfin digne, j'espère qu'elle m'en juge digne, mais comme je vois qu'elle vient d'arriver, je te remercie, Lynn, pour ton support sans faille dans ces moments d'avancée du clean. Et donc, Lynn Burney, qui, elle, fait du coaching, travaille beaucoup en constellation et qui donc a amené cette structuration, a travaillé sur cette structuration du clean language pour le coaching et son utilisation dans le coaching. Aujourd'hui, Lynn travaille énormément avec les constellations et donc cette posture clean est toujours centrale dans sa manière de travailler et elle le met aussi au service des constellations. Lynn m'a formée, elle m'a formée au coaching, elle m'a formée au clean, parce que quand je me suis formée au coaching avec elle, je n'ai pas pu envisager de ne pas me former au clean. Et depuis quelques années, elle m'a formée à transmettre le clean coaching et nous formons ensemble maintenant sur cette technique. Quant à moi, donc moi, je viens du monde de l'entreprise, donc je fais principalement du coaching en entreprise. J'ai un historique un peu compliqué avec l'émotionnel. Donc, j'ai fait un énorme travail personnel sur la gestion de mon émotionnel.
Le clean m'a beaucoup aidé dessus et évidemment, c'est très présent dans mon approche personnelle du clean, cette gestion de l'émotion. Et puis, autre petit trait particulier, je suis une scientifique au départ. Moi, j'ai basculé dans le coaching il y a moins de 10 ans. Et avant, j'étais vraiment dans le domaine scientifique et technique. Et donc, aujourd'hui, je suis ravie de continuer l'exploration du clean en m'associant avec Guillaume, qui lui-même est un grand scientifique et qui va nous expliquer, du coup, ce que lui vient apporter à cette conférence d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, effectivement, mon domaine d'expertise, bon scientifique, je te remercie de la pression que tu me mets. Mon domaine d'expertise à moi, c'est effectivement la transversalité dans les approches de neurosciences et de sciences cognitives. Plus précisément, appliquées au processus décisionnel. Alors, il faut juste réussir à comprendre un petit peu le domaine, ce qu'on va entendre par processus décisionnel. Il faut comprendre une phrase initiale et qui va nous servir de trame un petit peu dans tout le déroulé d'aujourd'hui. Ce postulat de départ, c'est que nous sommes des organismes vivants, il y a une base, doués du mouvement. Et le fait d'être doué du mouvement est quelque chose d'absolument fondamental puisque c'est ce qui nécessite toute la structure cérébrale qu'on peut avoir derrière, qui devons nous adapter en permanence à des environnements en perpétuel changement. Et donc moi, mon domaine d'expertise, c'est de comprendre finalement comment notre cerveau perçoit les environnements, comment il va, à partir de ce système de perception, développer des stratégies adaptatives, donc d'où le terme appliqué au processus décisionnel en termes grand public, pour pouvoir se mettre en mouvement dans des environnements changeants. Donc c'est vraiment cette stratégie adaptative à des environnements, et on va voir que cette phrase clé va nous suivre un petit peu pendant toute cette présentation. Mon rôle durant cette présentation, c'est de venir effectivement essayer d'épauler et de comprendre ce qui se passe d'un point de vue neurologique et cognitif à travers le déroulé d'une séance de coaching et plus particulièrement à travers l'approche de clinique. Et j'espère pouvoir essayer de vous apporter un maximum d'éléments. On touche quand même sur des sujets extrêmement complexes, donc parfois je vais être obligé de prendre certains raccourcis. On reste sur un format court, sur 2 heures. Mais voilà, on va essayer d'apporter un maximum d'éléments. Voilà, et juste pour votre information, ce que vous voyez aujourd'hui est un travail que nous faisons avec Guillaume, qui est d'essayer d'expliquer en effet comment les neurosciences peuvent vous expliquer le clean, mais c'est vraiment un travail, j'allais dire, de recherche et de réflexion en cours qu'on partage avec vous aujourd'hui. Donc, on est en train de vous dire qu'on pourrait dire des choses qui pourraient être amenées à changer dans les 2 ou 3 prochaines années en fonction des évolutions de nos recherches. À s'affiner, effectivement. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à noter dans le chat qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pendant cette conférence que nous allons avoir cet après-midi. Et quand cette conférence se passera bien cet après-midi et que tu obtiendras tout ce que tu aimerais qu'il se passe pendant cette séance, elle sera comme quoi? Et pareil, je vous invite à noter dans le chat, cette conférence sera comme quoi? Alors, après cette petite introduction et mise en jambe, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer à vous présenter rapidement les séquences d'une séance. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça va vraiment vous rappeler des choses. C'est-à-dire qu'au départ, on démarre une séance de coaching. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au coaching, donc je vais vraiment prendre des exemples basés sur le coaching. On va démarrer une séance de coaching. Et puis ensuite, on va s'intéresser à l'objectif de notre client, ce que je nomme interroger le désir du client. Par la suite, nous allons explorer et développer. Donc, pendant la séance, en général, le plus gros du temps est consacré au fait d'explorer et de développer un certain nombre de choses qui sont liées à l'objectif, au fameux désir de notre client. Et pour que la séance soit efficace pour notre client, en général, on fait les 2 étapes suivantes, c'est-à-dire qu'on vérifie l'évolution, c'est-à-dire on vérifie l'avancée de la réflexion de notre client par rapport à son objectif de départ, et puis on teste son passage à l'action. Et là, on a vraiment, j'allais dire, 5 grandes étapes assez standards d'une séance de coaching. Et bien, sans grande surprise, quand on fait du clean coaching, on a à peu près la même chose. Vous voyez que les mots ne sont peut-être pas exactement les mêmes que ceux que vous auriez choisis,
mais au niveau des étapes, on reste sur quelque chose de similaire. Et donc, pour avancer sur le sujet, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder une petite démo. Alors, pour vous donner le contexte, j'anime régulièrement des ateliers découvertes du clean. Et quand j'anime ces ateliers, en général, sur la fin, il y a une petite démo qui dure une dizaine de minutes. Et ce que je vous propose là maintenant, c'est de visionner justement une de ces vidéos d'une dizaine de minutes. Donc, vous avez la présentation de cette vidéo, sachant qu'elle a été donc tournée dans un atelier et que au préalable, c'est-à-dire qu'avant que cette facilitation démarre, les participants avaient été invités à un moment à faire un dessin. Alors, je vous donne l'information parce qu'il y a un moment, ça apparaît dans la vidéo et ce n'est pas une évidence. C'est juste pour vous donner le cadre qu'il y a eu avant cette démonstration-là, une étape dans laquelle le client avait réfléchi sur un sujet et fait un dessin. Alors là, Guillaume, tu sais, c'est le moment où il faut que tu arrives à capter l'attention des gens pendant que j'arrive à faire la manip technique. Alors, est-ce que vous connaissez la définition de l'attention? La définition... Quoi? C'est lourd. Oui, bon, d'accord. C'est le moment où je t'avais dit que je te bannerais en te disant que ça pourrait être long? C'est ça. C'est ce moment-là. Alors, va-t'en savoir pourquoi. Des fois, il y a juste la barre du menu qui disparaît. Ça y est. Elle est vachement bien, la vidéo. C'est pour ça qu'elle se fait attendre. Allez, on vous laisse regarder cette vidéo. Alors Nathalie, nous sommes dans le cadre d'une démonstration de Clean Coaching qui va durer une dizaine de minutes. Et pour cela, donc, avec ton accord, en effet, j'enregistre la session pour que tes collègues puissent en avoir une trace et en bénéficier. Mais au-delà de ça, ces 10 minutes sont pour toi. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pendant ces 10 minutes, Nathalie? Comme j'ai mis d'entrée de la magie. De la magie. Ouais. Et quand de la magie, qu'est-ce qui se passe après? Après la magie, il se passe le fait que j'ose l'utiliser dans mon coaching à moi, mes séances, la magie. Et de la magie. Et que tu oses l'utiliser dans tes coachings à toi. Et quand de la magie que tu oses utiliser dans tes coachings à toi, c'est quel genre de magie, cette magie-là? Une magie de connexion, en fait, d'aller en profondeur, moi d'abord, dans l'être humain que je suis, pour ensuite amener mon coaché à lui aussi laisser la magie opérer pour aller lui-même en profondeur de qui il est en tant qu'être humain. Et une magie et connexion et aller en profondeur. Et quand aller en profondeur? Où est profondeur? Dans le cœur. Dans le cœur. Et quand profondeur dans le cœur, est-ce qu'il a une taille, une forme? Ce cœur, comme je l'ai dessiné son dessin d'ailleurs, il est en forme de trèfle, à 4 feuilles. Et c'est un cœur en forme de trèfle, à 4 feuilles. Voilà. Et il a une couleur particulière, ce cœur en forme de trèfle à 4 feuilles? Oui, doré en fait. C'est c'est doré, voilà, c'est lumineux, voilà, c'est lumineux et c'est la vie. Enfin, c'est vraiment la vie à tout son dans tout son potentiel.
Il est lumineux et c'est la vie, tout son potentiel. Et ce trèfle doré à 4 feuilles, est-ce qu'il pourrait avoir une texture? C'est de l'or. Brut, C'est de l'or. massif. C'est de l'or. Et c'est de l'or, ce trèfle à 4 feuilles dorées. Et qu'est-ce que ce trèfle à 4 feuilles dorées aimerait qu'il se passe par rapport à la magie? Mais en fait, la magie, elle est à l'intérieur. Et la magie est à l'intérieur et où approximativement? Dans ce trèfle, en fait, à l'intérieur. À l'intérieur du trèfle. Et où exactement à l'intérieur du trèfle? C'est comme un contenant, en fait, le trèfle. Et à l'intérieur, c'est plein de magie, plein de vie, plein de... Voilà, magie et vie, en fait, c'est... La magie, c'est la vie. Et quand la magie, elle est à l'intérieur du trèfle, et c'est la vie, qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, elle sort du trèfle, en fait. Elle sort, elle jaillit. Voilà, c'est le mot jaillir qui me vient. C'est Et elle que ça jaillit. jaillit de moi, en fait. C'est ça, voilà, ça jaillit. Et ça jaillit de toi. Et c'est quel genre de ça jaillit, ce jaillit-là? Eh bien, c'est la vie qui jaillit, en fait, de moi. Et, et c'est ce qui va me permettre d'être dans l'accompagnement, mais en étant moi-même très authentique. En fait, c'est l'authenticité, c'est le fait que ça jaillisse comme ça. Je contrôle pas et je cherche pas à contrôler. Ça jaillit, c'est tout, quoi. Et c'est comme ça. Et quand ça jaillit vers où? Sur tout ce qui m'entoure. Donc, ça jaillit dans l'environnement de vie dans lequel je suis, avec les personnes que je côtoie et partout. Ça inonde, en fait. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça jaillit, ça inonde. Eh bien, ça se dépose. Et là, l'image qui me vient, c'est celle d'un. Ça jaillit comme un feu d'artifice, en fait, comme ça. Quand ça sort, voilà, ça va se déposer partout. Et ce qui se passe après, c'est que le fait que ça envahisse l'environnement, ça se dépose partout où ça a envie de se déposer et qui a envie de le recevoir, en fait. Soit les personnes vont s'écarter pour dire non, non, j'en veux pas, ou soit au contraire, elles vont prendre de ce qui jaillit. Et ça jaillit, et ça se dépose. Et les Mm. gens, ils peuvent prendre. Et quand ça jaillit, et ça vient du trèfle doré en or, qu'est-ce que tu sais maintenant d'utiliser la magie pour tes coachings à toi? Mais bien que c'est cette magie qui, en l'utilisant en abondance, va faire que euh, ça va se déposer éventuellement sur le coaché s'il est prêt à accueillir, en fait, pour me mettre en lien avec lui, en confiance et voilà, d'être. C'est le mot qui me vient, c'est contagieuse, en fait. Le fait, si moi j'arrive à me connecter à la vie, eh bien que peut-être j'ai envie d'utiliser ce moyen-là pour connecter aussi en coaching la personne que j'accompagne à la vie. Et tu as envie Oui. d'utiliser ce moyen-là. Et est-ce que tu peux utiliser ce moyen-là? Oui.
je peux et j'en ai envie surtout. Enfin, c'est surtout ça. Quand j'ai envie, je peux. Et quand tu as envie, tu peux. Voilà. Et quelle est la première chose que tu vas faire pour utiliser ça? Garder cette image en fait. Je fonctionne beaucoup avant mes coachings avec ces images que je me crée. Et avant d'entrer en séance, en fait, de me mettre, de visualiser cette image du trèfle avec de l'or et la vie à l'intérieur et le fait que je peux puiser dedans et derrière pour puiser dedans pour accompagner la personne. Et est-ce que tu as besoin qu'il se passe autre chose? De ne pas être dans le contrôle. Donc, je vois l'image et après, je laisse faire. En fait. Je ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. Je laisse faire. Et tu laisses faire. Naturellement. Et tu laisses faire naturellement. Et ce cœur en forme de trèfle, un trèfle doré, en or, et ça jaillit comme un feu d'artifice, et ça se dépose. Et les gens y prennent, ils prennent pas. Et ça, c'est comment tu utilises la magie quand tu coaches. Et c'est à ta disposition, c'est là, c'est ton dessin. Et quand tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter, modifier, changer sur ton dessin? La couleur du trèfle, au départ, je l'avais mis vert. Est-ce que tu peux le faire? Je vais prendre du jaune. Je vais l'entourer de jaune, on va dire. Je vais le griffonner différemment. Voilà, c'est fait. Et qu'est-ce qui est pareil ou différent pour toi maintenant? Avant, il y avait la différence que c'était un trèfle à 4 feuilles et c'est rare. Mais là, un trèfle à 4 feuilles couleur or, voilà, c'est bien et je ne suis pas sûre d'en trouver un jour dans la réalité, mais au moins il est en moi et je le garde. Et tu le gardes. Est-ce que c'est OK pour toi si on arrête là? Oui, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà pour la petite vidéo de démonstration. Alors, le temps que je retrouve la présentation. Et donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de regarder les différentes séquences d'une séance illustrées par la vidéo qu'on vient de voir. Comme ça, vous aurez tous bien en tête un exemple et on parlera de choses concrètes et on s'appuiera, Guillaume et moi, sur ces exemples-là. Alors, pour commencer, quand on démarre une séance en clean, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on indique, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on indique à l'interlocuteur que c'est un temps et un espace pour lui. Donc, vous avez au départ le facilitateur qui est en place au moment où l'interlocuteur, son client, arrive. Et à ce moment-là, se crée une relation entre les deux. Le questionnement clean qui est posé à ce moment-là, du type « où aimerais-tu être » ou « aimerais-tu que je sois », va avoir comme effet de donner plus de place au client pour minimiser l'espace du facilitateur et minimiser l'interaction qui existe entre les deux. Dans la vidéo que vous venez de voir, cela n'existe pas puisqu'il y avait déjà des choses qui avaient été faites avant. Par contre, vous l'avez vécu au tout début de la conférence quand vous êtes arrivé, que Guillaume vous a demandé voilà, si vous entendiez bien, si, voilà, hein, ces questions de mise en situation. Dans le cadre de la vidéo, ce qui a été fait, c'est que le cadre a été énoncé. Et ça, c'est aussi un moyen de remettre l'interlocuteur dans un contexte. Et là, on était dans le cadre d'une démo, donc il y a eu une petite introduction faite pour lui dire voilà, c'est une séance pour toi, même si c'est 10 minutes en démo. La deuxième étape, c'est celle du fait d'interroger le désir du client. Donc, pour faire ça, comment on fait en clean? C'est-à-dire que ce qu'on cherche à faire, c'est éventuellement de faire passer le sujet du client
de quelque chose qu'il a dans la tête à quelque chose qui va être explicité et tourné vers l'avenir. Pour ça, on pose la question, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Ce qui a comme vocation à créer ce mouvement-là, c'est-à-dire ne plus avoir un sujet intériorisé, mais quelque chose qui devient une projection de quelque chose qu'on voudrait faire. Et là, dans le cadre de la démonstration avec Nathalie, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où cette question a été posée, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe? Elle a répondu de la magie. Et du coup, je lui ai posé la question, et qu'est-ce qui se passe après de la magie? Et elle a indiqué qu'elle voulait que la magie, qu'elle ose utiliser la magie dans ses coachings. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la démo. Guillaume, au moment où il se passe ça, qu'est-ce qui se passe pour le client? Il faut que tu penses à remettre ton micro. Et c'était le plus important. Non, qu'est-ce qui se passe pour le client? Eh bien, effectivement, quand on vient interroger le désir, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, je vais essayer d'y répondre assez rapidement maintenant, c'est de comprendre ce qui met en mouvement l'interlocuteur. Puisque, comme vous l'avez compris, ce sont des organismes vivants doués du mouvement. Et quels vont être les déclencheurs qui vont mettre l'individu en mouvement? Et donc, à ce moment-là, on vient caractériser, matérialiser au niveau du client, dans sa cognition, la représentation qu'il va avoir des choses, ce qu'il met en mouvement. D'un point de vue neurologique, cette mise en mouvement va être principalement matérialisée par les caractères dits dopaminergiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui va pouvoir optimiser ses ressources pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc ça, c'est un déclencheur typiquement dopaminergique, et on le verra un tout petit peu plus tard, on décrira un petit peu ce mécanisme-là, en quoi la dopamine crée un état de tension en nous, et cet état de tension amène le mouvement. Le fait de l'amener à le verbaliser, ça nous permet de le cristalliser et d'entretenir cette mise en mouvement tout au long de la séance de coaching qui se joue derrière. Promis, un petit peu plus tard, on rentrera plus dans les détails techniques, mécaniques de cette procédure. Merci Guillaume pour cette explication. C'est une petite mise en jambe. Les explications de Guillaume vont devenir de plus en plus trapues avec le temps. On a souhaité, sur cette présentation, passer très rapidement sur les phases de démarrage de séance et d'interrogation du désir pour vraiment travailler sur l'exploration et le développement et aller regarder comment fonctionne ça quand on utilise le clean. Donc, on va rentrer maintenant dans des choses un petit peu plus détaillées. Donc, la première chose qu'on va aborder, c'est la syntaxe clean. Excuse-moi, Chloé, je me permets de te couper. Tu as ta fenêtre de conversation qui est à cheval sur les slides. C'est juste pour que tu puisses effectivement la décaler. Ceci est fait. Merci. Merci. Donc, interroger et écouter son interlocuteur. Et pour ça, la syntaxe de Clean Language a été vraiment faite pour permettre ça. La syntaxe de Clean, elle est en 3 temps, qui est « et », on répète les mots du client, et « quand », on répète les mots du client, et ensuite on pose une question. Donc, si je prends un exemple et que je pars de ce que vous avez écrit dans le chat quand je vous ai demandé cette conférence sera comme quoi, et quelqu'un a répondu « une graine plantée ». Et donc, interroger en clean, ça donnerait « une graine plantée ». Et quand une graine, c'est quel genre de graine, cette graine-là? Ou et une graine plantée. Et quand planter, c'est quel genre de planter, ce planter-là? Et donc, on a une syntaxe en 3 temps. Le premier temps, c'est le fait de reconnaître les mots du client. Le deuxième temps, on met un focus pour ancrer dans le ici et maintenant. Et le troisième temps, c'est le temps de la question. Guillaume, quand on s'est rencontrés, que je t'ai donné cette syntaxe-là, ta réponse, je me souviens, était « Ah, c'est drôlement futé ». Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est drôlement futé, ce type d'interrogation? Yaou. Alors, avec ce qu'on a déjà vu, comment expliquer ça? Ce qui est futé là-dedans, c'est qu'on va amener on n'interfère pas avec le système de représentation de notre interlocuteur. Et ça, c'est super important de ne pas interférer dedans. Parce que précisément,
ce que vous nommez réel n'existe pas. On ne vit pas dans le monde qui est, mais on vit dans l'existence du monde que l'on crée. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce concept-là, parce que ça, c'est absolument fondamental. Je vous répète la phrase clé que je vous ai donnée au départ. Nous sommes des organismes vivants, doués du mouvement, qui devons nous adapter en permanence à des environnements en perpétuel changement. Mais quand on parle d'environnement, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de ce qui nous entoure? Rien n'est moins sûr. Du coup, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est la différence qu'il y a entre une chose qui est et une chose qui existe. Et nous vivons dans des environnements qui existent. Nous sommes des organismes vivants, ok? Donc, on a notre propre écosystème. Et on va évoluer dans des environnements. Qu'est-ce qu'on connaît du monde qui nous entoure? Eh ben, je suis obligé de vous dire qu'on n'en connaît pas grand-chose. Même pas grand-chose du tout, du tout, du tout, du tout. Ce que l'on peut dire, c'est que dans le monde qui nous entoure, nous sommes pris dans un espèce d'énorme bain d'informations colossal. On a des informations qui gravitent autour de nous en permanence. Quelle est l'exhaustivité de toutes ces informations? On n'en sait rien. En fait, c'est un petit peu tout le but de la science, c'est d'essayer de comprendre quel est ce bain d'informations dans lequel on est et dont on va percevoir une infime partie. Effectivement, ces informations, il faut pouvoir les percevoir. Et pour pouvoir les percevoir, on a besoin de nos sens. Qu'est-ce que c'est que nos sens? Ce sont tout simplement des récepteurs. Des récepteurs, mais qui ne vont pas être stimulés par tout et n'importe quoi. Ils vont être stimulés par un certain type d'information. Et lorsque nos récepteurs rencontrent ce type d'information, alors le récepteur va envoyer une impulsion électrique à notre cerveau. Mais si on n'a pas de récepteurs qui correspondent au type d'information qui nous entoure, on ne reçoit rien. Par exemple, je vous invite tous à tester. Vous pouvez prendre comme ça la main, la bouger comme ça à 360 degrés, et on est bien d'accord que personne n'entend la radio dans ses oreilles. Ok. Nous n'avons pas de récepteur FM dans la paume de la main. Pourtant, je peux vous garantir que dans le bain d'informations dans lequel on est, il y a bien des informations FM, on a bien des ondes FM qui circulent. Où commence et où s'arrête ce bain d'informations? Aucune idée. Et ça, c'est bien ce qui est autour de nous. En revanche, si jamais vous soufflez sur votre main, alors certains récepteurs vont être stimulés et ces récepteurs vont envoyer une impulsion électrique à notre cerveau. On perçoit de mémoire 11 millions d'unités d'information par seconde. Je vais dire mon information, je vais expliquer. Ouais, c'est ça. On perçoit bien 11 millions d'unités d'information par seconde et ce flux d'informations est envoyé à notre cerveau. Il faut savoir que notre cerveau, à ce moment-là, ne reçoit que des impulsions électriques. Et ça va rejoindre un bain d'informations plus important au niveau de notre cerveau, puisque notre cerveau traite à peu près 400 milliards d'unités d'informations toutes les secondes. Donc, c'est une espèce de super méga grosse calculatrice. De ces 400 milliards d'unités d'informations, à ce moment-là, seulement 2000 vont être portées à notre conscience. Dans ce qui va être porté à notre conscience, sur les 11 millions d'unités d'informations, je vous rappelle, ce sont juste des informations, juste des stimuli, en fait, c'est juste des impulsions électriques. Il va bien falloir en faire quelque chose de ces stimulations électriques. Et à ce moment-là, notre cerveau va voir les traiter, se les représenter, donner une consistance en fait à ces impulsions électriques et les porter effectivement à notre conscience. Et ça ne correspond qu'à 2000 unités d'information toutes les secondes. Et c'est bien une représentation. C'est une représentation de ce qui est. Mais qu'est-ce que ça signifie une représentation? Une représentation, c'est bien quelque chose qui est représenté, présenté à nouveau. Présenter à nouveau dans notre tête ce qui est à l'extérieur. Et nous vivons bien dans nos représentations. On ne peut pas vivre dans autre chose que nos représentations puisque c'est la seule chose qui est portée à notre conscience. Donc nous vivons dans la représentation du monde. Ce qui existe, c'est la représentation. Exister, ça signifie se révéler, se dévoiler. Donc, pour que quelque chose se révèle et soit dévoilé, elle doit être antérieurement au processus d'existence.
Nous vivons dans ce qui existe, nous vivons dans nos représentations, nous vivons dans notre tête et absolument pas par rapport à ce qui est autour de nous. Alors, à la limite, on pourrait se dire, c'est pas très, très, très gênant, à la condition que la représentation qui est dans notre tête soit fidèle à ce qui est autour de nous. Mais est-ce le cas? Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Je te laisse scroller, Chloé. Comment ça pourrait être? Notre cerveau commence à se développer à 5 semaines de grossesse aménorrhée, donc dans le ventre maternel. Ensuite, pendant les 9 mois, il va continuer sa croissance et à la naissance, il sera enfermé dans la boîte crânienne. Normalement, il le restera tout au long de notre vie. C'est plutôt souhaitable. Dans la boîte crânienne, le cerveau il baigne dans ce qu'on appelle le liquide cérébrospinal. Ensuite, il y a de l'os. Ensuite, il y a le liquide, il y a les méninges, il y a de l'os, il y a de la peau. Et une grande majorité d'entre vous avaient eu l'exubérance de rajouter des cheveux. Soit. Toujours est-il, le cerveau est complètement coupé du monde qui est. La seule et unique chose que notre cerveau reçoit de l'extérieur, c'est des impulsions électriques. Mais donc, notre cerveau n'a jamais été en contact direct avec ce qui est, ce qu'on pourrait appeler éventuellement le réel. Ce qui va faire que le cerveau va devoir se créer son propre système de représentation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on partage à peu près tous le même système de traduction de ces impulsions électriques. Mais de là à dire que parce que nous partageons à peu près tous le même système de traduction, c'est fidèle à ce qui est, il y a un gap énorme. Par exemple, si vous regardez autour de moi, je sais que les vignettes sont petites, mais on peut percevoir du jaune, du bleu, du vert, du violet. Je vais m'arrêter là, je suis un homme, je ne sais pas nommer plus de cette couleur. Bleu canard, ça ne veut rien dire pour moi. Donc, on voit bien effectivement des couleurs autour de moi. Mais est-ce que ces couleurs sont? Non, pas du tout. Dans le monde qui est autour de nous, la couleur n'existe pas du tout, du tout, du tout. C'est une pure création, une pure représentation de notre cerveau. En revanche, ce qui est, en tout cas on pense de ce qui est autour de nous, ce sont des ondes lumineuses qui vont osciller à différentes fréquences. C'est tout. Ce n'est pas de la couleur, c'est une fréquence vibratoire, ni plus ni moins. En revanche, notre cerveau, pour mieux appréhender le monde qui l'entoure, c'est créer un système de couleurs, de traduction par la couleur, de ces différentes fréquences vibratoires, des photons en l'occurrence. Donc, c'est bien notre cerveau qui s'est créé son propre système de représentation. Et ça, c'est une notion essentielle. Alors, c'est relativement facile à comprendre pour la vue, mais c'est vrai pour absolument tout ce qui nous entoure. Par exemple, si je montre un crayon à papier à quelqu'un qui ne s'est jamais servi d'un crayon, lui, il va y voir un tuteur pour une plante. Et il va se créer l'existence de ce qu'il a perçu à travers le crayon comme étant un tuteur. Ou alors des personnes qui vont se dire, oui, c'est pour tenir les cheveux, etc., etc. Qu'est-ce qui est? On n'en sait rien. Par contre, chaque individu va avoir son propre système de création d'existence des choses, pas de ce qui est, attention. Je ne suis pas en train de faire du nihilisme, je ne suis pas en train de dire les choses ne sont pas, si, elles sont autour de nous. Mais nous vivons dans l'existence des choses que nous créons. Là, je vous ai montré juste sur la vue. Alors, pour la vue, pour rigoler, pour se faire un peu des nœuds au cerveau, par exemple, on ne peut pas, on n'arrive pas aujourd'hui à prouver scientifiquement que nous percevons tous, nous traduisons tous la couleur de la même façon. C'est-à-dire que la façon que mon cerveau a de traduire l'onde lumineuse qui correspond au bleu, pour moi, il le traduit comme ça. Mais vous, peut-être que si on faisait une comparaison, ça se passe comme ça dans votre tête. Je ne peux pas prouver, on n'a aucun moyen aujourd'hui de prouver que nous traduisons les ondes lumineuses de la même façon. Pourtant, en fait, on a l'impression de le partager parce que depuis la naissance, on a donné la même signification à cette traduction. On a créé un signifiant commun. Okay. Donc ça, c'est vraiment super important que vous compreniez bien qu'on ne vit pas dans ce qui est. Nous vivons dans l'existence que nous donnons des choses dans notre tête. Nous ne vivons que dans notre tête. En revanche, en vivant dans notre tête, on va avoir un impact sur ce qui est. Et donc changer la façon dont l'individu va lui-même se créer l'existence d'une chose. Si par exemple, on était en face à face et qu'on parlait du téléphone portable que j'ai entre les mains, on aurait
ensemble la sensation que nous parlons de quelque chose qui est entre nous. Non, en réalité, nous échangeons la représentation qui est dans notre tête du téléphone avec la représentation de la tête qui est dans sa tête du téléphone avec notre interlocuteur. Nous ne vivons exclusivement que dans notre tête. Donc, lorsque je vous dis que nous sommes des organismes vivants, doués du mouvement, qui devons nous adapter en permanence à des environnements en perpétuel changement, nous devons nous adapter non pas par rapport à ce qui est, mais par rapport à ce qui existe dans notre tête. Les environnements créent l'existence des environnements dans notre tête, et c'est dans ces environnements-là qu'on vit. Juste histoire comme ça de s'amuser à bien ancrer ce principe dans votre tête, on est d'accord que nous percevons tous ici un cube avec deux faces, enfin on perçoit les deux faces d'un cube plutôt, et qu'il y en a une qui est comme ça. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a une gris foncé et une qui est un blanc un peu anthracite? Ouais. Ok. Je vous invite tous, alors là il n'y a pas de piège comme le FM, hein. Je vous invite tous à prendre votre doigt et à cacher uniquement la ligne d'horizon avec votre doigt. Tout en essayant de continuer à pouvoir voir les deux faces. Est-ce qu'on est d'accord que l'existence du cube est toujours le même? Je vois Sandrine qui dit oui. Sandrine, vous voyez deux faces identiques ou deux faces différentes? Alors pour moi, je vois une légère différence quand même entre les degrés celui du haut et du bas. Donc, ouais, c'est à côté de son côté. Il faut regarder le cœur en fait des deux. Ah. Très bien. En fait, il suffit juste de changer un tout petit peu la modalité de perception pour que l'existence du cube change. On se retrouve avec un cube qui a deux faces différentes, avec un cube instantanément qui a deux faces identiques. En tout cas, les deux cœurs de centre identiques. Pourtant, le flux d'informations reste exactement le même. Ce qui va se passer, c'est qu'avec des informations légèrement différentes, votre cerveau va créer une existence totalement différente de ce qui est. Le but de cet exercice, c'est bien de vous faire prendre conscience que nous vivons dans notre tête. Nous vivons dans ce qu'on appelle l'illusion du réel. Et en tant qu'individu, nous fusionnons avec cette illusion et on a l'impression que cette illusion est le réel. Ce n'est pas le cas. Et donc, effectivement, c'est très judicieux comme stratégie, Chloé. Pourquoi? Parce que derrière cette illusion, la forme des questions ne suggère en rien la représentation du facilitateur et maintient le client ou l'individu uniquement dans son système de représentation, dans ce qui existe dans sa tête à lui, à la champ lexical. Donc, on modifie le flux d'informations. Alors, dans ce cas-là, excusez-moi, il y a la tempête Diego qui est arrivée à Bordeaux. Je pense que j'ai ma table dehors qui a dû voler. Je viens d'entendre un espèce de boom. Je vous prie de m'excuser, ça m'a surpris. Donc, je reprends. Ce qui est dans le Médoc, il ne se passe rien, Guillaume. Où ça? Dans le Médoc, il ne se passe rien pour l'instant. Croisez les doigts, parce que là, ça vient d'être vraiment violent. Donc, ce qui est vraiment fondamental, c'est que ce mode de question-là va faire en sorte qu'on n'interfère surtout pas dans ce qui existe pour le client. Absolument pas. On reste exclusivement dans son monde à lui, et ce registre de questions est vraiment très, très, très malin, très, très bien pensé. Ton micro est coupé, Chloé. Je crois avoir lu sur téléphone. Donc, je vais traduire directement. Je disais merci, Guillaume, pour cette explication. Alors, nous venons de voir la syntaxe de la question. Et en effet, le fait que cette interrogation et ce focus du fait de vraiment répéter le mot du client permet en effet de ne pas impacter avec sa représentation à soi en tant que facilitateur et de permettre en effet au client de rester dans sa représentation à lui. Et ça, c'est juste la syntaxe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les questions et on va les prendre petit à petit les unes après les autres. Et on ne va pas toutes les faire, mais on va en faire quelques-unes pour vérifier et pour aller voir ce qui se passe à ce moment-là. Alors, quand on arrive, je vous disais tout à l'heure que le travail principal de David, quand il a créé le Clean Language, c'était de travailler sur les métaphores. Et donc, comment on invite une métaphore à apparaître? La question
avec laquelle on invite une métaphore à apparaître, c'est la question « c'est comme quoi ». Dans la vidéo que vous avez eue, la question n'est jamais posée parce qu'il arrive qu'on ait des clients qui travaillent très rapidement au niveau métaphorique. Et comme ils travaillent au niveau métaphorique, on n'est pas amené à poser la question « c'est comme quoi » pour faire apparaître la métaphore. Et à contrario, des fois, on va poser cette question et la métaphore ne va pas apparaître. D'accord? Donc, si on regarde, je vous invite à réouvrir le chat pour ceux qui l'auraient fermé. Et tout à l'heure, quand je vous ai demandé, quand vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe pendant cette conférence, vous avez commencé par répondre à la question « qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ?» Et je vous ai posé une deuxième question qui est « cette conférence, elle serait comme quoi pour qu'il se passe ça ?» Et là, si vous regardez les réponses qui apparaissent, on a des choses qui sont, pour certaines, très métaphoriques et pour d'autres, moins. On a une révélation, une graine plantée, un enrichissement, un cadeau. On a je passe le bonjour, je suis en retard, salut, c'était 14 h, bonjour Daniel, oups. Et on a toute une série du coup de choses qui sont voilà, une découverte inspirante, un nouvel univers. Et vous voyez que ça, c'est un champ métaphorique qui apparaît. Et dans le cas de notre client, on a en effet cette notion de la métaphore. D'accord? Et la métaphore est arrivée dans le langage du client, entre autres parce qu'il y a eu un dessin. Et le dessin est en lui-même une métaphore puisque c'est une représentation visuelle du sujet. D'où le fait que le client a basculé dans des choses qui étaient présentes sur son dessin. Mais Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi on travaille avec des métaphores et quel est l'intérêt de travailler avec des métaphores? Parce que c'est super bien. Allez, non, je plante. Donc, pour comprendre l'impact de la métaphore, là, il faut qu'on rentre dans un point relativement technique, et je vais essayer de le simplifier au maximum, c'est de comprendre comment le cerveau crée l'existence des choses. Je vous ai expliqué que notre cerveau donc, ne vit pas dans ce qui est, mais dans ce qui existe. Le cerveau ou l'individu d'ailleurs. C'est la création de représentations, d'existence des environnements dans lesquels il évolue et qu'il va créer. Pour comprendre pourquoi et comment les métaphores sont opérantes et la pertinence de la métaphore, il faut comprendre comment le cerveau crée l'existence des choses. On l'a vu, on perçoit à peu près 11 millions d'unités d'information chaque seconde qui vont venir en réalité déclencher nos mémoires perceptives. Ah, oui, donc pour pouvoir comprendre ça, effectivement, il va falloir que je vous explique les deux blocs, j'ai oublié la succession. Il y a différents types de mémoire. En fait, une perception vient déclencher une mémoire. Dans le déclenchement de ces mémoires, on va prendre le modèle. Alors, les mémoires, c'est l'enfer en sciences cognitives ou en neurosciences à étudier. Parce qu'en réalité, c'est éclaté un petit peu partout dans nos cerveaux. Ce n'est pas comme si on avait une zone de notre cerveau avec des tiroirs dans lesquels on range les éléments, merci, hop, on sait que c'est ici. Non, en réalité, les mémoires, c'est éclaté un petit peu partout dans notre cerveau, avec une structure centrale qui pilote ces mécanismes-là, qui est effectivement notre hippocampe. Donc, dans cet éclatement-là, il a fallu trouver le moyen de modéliser l'ensemble de ces voies neuronales-là. Il y a eu plein de modèles qui ont été faits dans les années 60-70. Ensuite, on a vu une deuxième vague de modèles arriver un petit peu différents dans les années 80-90. Et finalement, la fusion de ces deux écoles ont donné la représentation du modèle Mnesis qui a été développé en 2003. Le modèle Mnesis nous montre bien qu'on a des mémoires dites déclaratives et non déclaratives. Ce qu'on va entendre par déclaratif, c'est verbalisable, explicable ou pas. Par exemple, dans les mémoires déclaratives, on peut assez facilement décrire ce qui est derrière moi. En revanche, si la personne qui l'a fait, si elle devait décrire son geste quand elle l'a fait, c'est l'enfer. On est dans les mémoires non déclaratives, on est dans les mémoires procédurales. Okay, donc c'est vraiment ce qui va faire la différence entre les deux. Lorsque nous percevons des choses, ça rentre dans les mémoires déclaratives. Je suis capable d'avoir perçu du jaune, du rose, du violet, etc. etc. D'ailleurs, quand je vous le verbalise, et dans ce cas-là, ça va rentrer ensuite dans la mémoire sémantique. C'est-à-dire que mon cerveau va avoir mémorisé la perception. Il est capable de pouvoir dire ça, c'est du jaune,
Enfin ça c'est du jaune orangé. Et ensuite, ce que je suis en train de vous raconter va créer un épisode de vie. Et donc, ça va rentrer dans ce qu'on appelle les mémoires épisodiques. De ces mémoires épisodiques, je te laisse scroller celle juste d'après. Hop, voilà. On peut ensuite avoir des boucles de rétroaction. En passant de la mémoire épisodique, pouvoir sémantiser un épisode de vie, et on va reconstruire le discours autour de l'épisode de vie. C'est ce qu'on appelle la sémantisation de la pensée. Au point où parfois je peux en arriver à simplement me rappeler du discours, mais plus finalement de l'épisode ou des souvenirs précis de l'épisode. Je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis Marignan, vous me répondez tous en chœur, 1789, on est bien d'accord. Et donc, au moment où vous avez appris que Marignan, c'était 1789, à quel moment précis de votre vie est-ce que vous... pas 1515 ? Non, c'est 1789. Ouais, d'accord. Voyons. Ouais. À force de reprendre cet exemple conférence après conférence, j'espère que je vais finir par créer une double voix historique. Et donc, si je vous demande à quel moment très, très précis de votre vie vous avez appris que Marignan, c'était 1789, on l'a perdu. En fait, on est rentré vraiment dans de la connaissance sémantique à l'état pur. Je me rappelle du discours, mais j'ai perdu l'épisode de vie dans lequel je l'ai acquis. Certaines personnes, par exemple, pourront vous raconter des souvenirs d'enfance. Ils se souviennent très bien du discours, mais si vous commencez à leur demander des détails qui sortent du discours, ils ne les ont plus. Pourquoi ? Parce que c'est une sémantisation de l'épisode de vie. Okay ? Ensuite, l'épisode de vie, on peut très bien le conserver en mémoire, et lorsqu'on va réactiver l'épisode de vie, on va créer ce qu'on appelle une reviviscence. Ça a amené à revivre perceptivement l'épisode de vie. Donc là, on passe par un déclencheur de l'épisode, à la mémoire épisodique, qui vient remobiliser les mémoires perceptives, le souvenir perceptif du corps. Et donc, on va revivre la scène dans son intensité initiale ou une intensité minorée. Okay ? Par exemple, dans un choc post-traumatique qui demeure et qui est revécu en permanence de la même façon, avec la même intensité, on n'arrive pas, normalement, petit à petit, les mémoires perceptives devraient s'atténuer. Et donc, du coup, l'événement traumatique devient de plus en plus gérable. Mais dans certaines situations, c'est tellement revécu en boucle que la mémoire perceptive ne diminue pas, l'intensité demeure. Et donc là, on est pris vraiment dans cette boucle de choc post-traumatique, et qui plus est, ça s'impose à notre attention. Pour rappeler la définition de l'attention, je plaisante. Donc, ça s'impose à notre attention et ça le reboucle en permanence. Okay ? Là, on est dans ce qu'on appelle les mémoires perceptives. Ensuite, on a un autre type de mémoire. On a les mémoires procédurales. Les mémoires procédurales, c'est sur la façon de faire les choses. On va voir l'apprentissage procédural cognitif, et on va voir que dans la métaphore, c'est super important. C'est la structure de la pensée. C'est-à-dire par rapport à la façon dont j'ai reçu le flux perceptif, il va falloir que je l'organise d'une certaine façon. Et on nous apprend à organiser, alors on nous apprend volontairement, ou par mimétisme, ou par bain culturel, ou bain social, ou bain éducatif, à structurer l'information d'une certaine manière. Si je prends un exemple très simple, le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide ? Le fait de le voir à moitié plein ou à moitié vide appartient à la mémoire procéduro-cognitive. La façon dont je vais traiter, structurer le flux d'informations perçues, structurer l'épisode de vie et ce sur quoi je vais porter mon attention principale. Ensuite, on a les mémoires procéduro-cognitivo-verbales. Alors ça, c'est un terme juste pour se la péter à l'apéro. Ça s'appelle tout simplement le langage. Bêtement. Langage écrit ou langage verbal, c'est la mémoire procéduro-perceptivo-verbale. Et il y a un autre terme, c'est la mémoire procéduro-moteur, perceptivo-moteur. Pardon. Faire du vélo, faire de la guitare, jouer du piano, dessiner, etc. La mémoire du geste, la coordination du geste. On est bien d'accord, je pense qu'il y a des musiciens parmi nous. Si je vous demandais de décrire le geste, non pas la partition, non pas la mélodie, qui pour le coup appartiennent à la sémantique ou à la perceptive, mais de décrire le geste. Par exemple, un violoniste qui apprend son violon,
OK, et comment tu le tiens, et où est-ce que tu positionnes tes doigts, et où est-ce que tu positionnes ton menton, et comment est-ce que tu tiens ton archet, et comment est-ce que tu l'inclines, et quelle traction tu fais, dans quel axe, dans quelle durée. Donc, c'est techniquement parlant impossible. C'est pour ça que c'est dit non déclaratif. Pour ceux qui ne font pas de musique, pensez à du vélo. Essayez de décrire à quelqu'un exactement comment il doit faire du vélo uniquement par le langage sans qu'il ne l'ait jamais vu. C'est l'enfer sur Terre, on ne peut pas. Okay. Donc, on a deux grandes catégories de mémoire. On a la déclarative et la non déclarative. Lorsqu'on crée l'existence de quelque chose, eh bien, en fait, on combine ces mémoires. Et on va les combiner grâce à une structure particulière qu'on va appeler la mémoire de travail. La mémoire de travail, voilà, la mémoire de travail va être pilotée par ce qu'on appelle l'administrateur central. L'administrateur central, lorsqu'il reçoit un flux de perception, eh bien, il va traiter ce flux, donc il y a une remontée du flux de perception. Ça va arriver, il faut imaginer, là, ils ont simplifié le schéma, il y a des boucles de rétroaction dans tous les sens. Donc, on est sur un schéma simplifié, et l'administrateur central reçoit l'information perçue, et à partir de là, il va devoir construire l'existence d'une chose. Le processus de création d'existence d'une chose, c'est ce qu'on va appeler un buffer épisodique. On va venir chercher, par exemple, dans le séquençage de ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, on a perçu un flux lumineux. Notre cerveau est venu segmenter les éléments de ce flux lumineux. On voyait bien 2 personnes, et puis on était capable de décrire visuellement les différentes personnes. Eh bien, notre administrateur central est venu chercher tous les éléments du flux perceptif visuel pour les mettre dans le buffer. Et puis, en même temps, il est allé chercher tous les sons, toutes les perceptions auditives, le son de la voix, etc., etc. Et il est venu le mettre dans le buffer épisodique. Et puis, il est parti chercher aussi dans les mémoires procéduro-verbales pour que les sons qu'on entende aient une signification dans le langage. Donc, il est allé chercher les mémoires procéduro-verbales. Et d'ailleurs, dans le langage, c'est venu évoquer un trèfle. Ah, un trèfle. On part dans la mémoire sémantique, on va chercher ce que c'est qu'un trèfle. Et on va aller chercher dans les mémoires épisodiques à quoi ça ressemble. On a déjà vu. Et puis, on va aller chercher dans les mémoires perceptives. Ça a une odeur, ça a quelle couleur, etc. Et donc, l'administrateur central va reboucler sur tous ces éléments de langage pour les intégrer dans le buffer épisodique. On a également, je laisse slider celle d'après, les amorçages perceptifs, on ne va pas se noyer dedans, on va juste passer à la suite, au prochain. La mémoire spatio-temporaire. Je te laisse cliquer un chouïa de plus, Chloé. On doit avoir un. Voilà. La boucle phonologique et surtout le registre visio-spatial. Le registre visio-spatial ou mémoire spatio-temporelle nous permet de pouvoir structurer notre buffer et les éléments du buffer dans l'espace et dans le temps. Sachant que le temps est une expression du mouvement dans l'espace. J'espère que je n'ai perdu personne. C'est parce qu'il y a une chronologie d'état que ça crée un mouvement et que ce mouvement nous donne la représentation du temps. Mais le temps ne peut exister que grâce à nos mémoires. Sans mémoire, il n'y a plus de temps. Rappelez-vous, la dernière fois, vous avez pris une cuite, mais the cuite, hein, the one. Celle où à partir d'1h du matin, de 1h à 4h, qu'est-ce qui s'est passé? Le néant. Il s'est passé plein de trucs. C'est juste que votre mémoire ne l'a pas imprimé. Donc, on a perdu la perception du temps. Donc, le temps est une expression du mouvement dans l'espace. Tout ceci nous permet donc de structurer dans l'espace tous les éléments de mémoire qu'on est venu combiner et créer un buffer. À ce moment-là, c'est ce buffer qui va être porté à notre conscience. C'est la flèche, clic. Et c'est le buffer, cette flèche rouge, qui va faire qu'il va être porté à notre conscience, et c'est comme ça que nous créons l'existence des choses. Vous voyez bien que, du coup, si jamais j'amène un élément de langage de mes représentations à moi, je vais venir interférer dans le système perceptif de la personne, je vais venir déclencher d'autres formes de mémoire, et je vais modifier l'existence même de ce qu'elle s'était créée. D'où l'importance que le questionnement n'amène jamais d'éléments de représentation qui nous sont propres, pour véritablement laisser l'existence même des choses. La force d'une métaphore, c'est que lorsqu'on demande « c'est comme quoi ?», eh bien, ça va venir interroger les mémoires perceptives. Quel est le point commun entre
le buffer que j'ai créé là, et y a-t-il des points communs entre ce buffer et d'autres expériences perceptives similaires? Donc la personne, la mémoire, l'administrateur central va scanner les mémoires perceptives, ou éventuellement les mémoires sémantiques, ou éventuellement les mémoires épisodiques. On va retrouver une structure commune. Et lorsqu'il va trouver une structure commune, là, l'individu va venir le verrouiller et dire « c'est comme ça ». Et donc là, on crée un deuxième buffer en parallèle. Et ça nous permet de laisser le buffer, entre guillemets, dit traumatique, de côté. Pourquoi? Parce que ce buffer traumatique, on verra un petit peu plus tard, il va déclencher physiologiquement des choses qui font que je suis bloqué dans ma mise en mouvement. Je suis enfermé dedans. Par contre, je vais venir identifier une structure identique ou sur une base commune et je vais créer un nouveau buffer qui, lui, pour le coup, n'est pas verrouillé par les conséquences physiologiques de ce buffer. Mais ça, je ne peux le faire. Enfin, on ne peut pas le faire en tant que facilitateur. La seule chose qu'on peut... Enfin, si, on peut le faire en tant que facilitateur à la condition de ne pas interférer avec notre propre système de représentation qui nous est personnel, notre propre existence des choses. C'est pour ça, effectivement, que la métaphore a cette faculté de créer un deuxième buffer, un terrain, un nouvel espace dans lequel on va pouvoir faire remettre en mouvement l'individu. J'espère que j'ai été clair parce que c'est vraiment partie supra-touchy. Alors, Guillaume, pour information, nous n'avons perdu que 3 personnes pendant cette explication, ce qui, je pense, est quand même assez bon signe. Ah ouais, ça... vachement mieux qu'avant. D'habitude, je finissais tout seul. Donc, merci pour cette explication, en effet, très pointue. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder par des types de questionnements. Et en effet, Guillaume, tu auras l'occasion de revenir et de pointer certains éléments et certaines parties du schéma qu'on vient de voir. Donc, rassurez-vous, ça, c'était l'intro. On va rentrer un petit peu dans des choses qui vont être un peu concrètes et toujours illustrées avec la démo que vous avez vue. Alors, la première chose, la première série de questions que je vous propose d'observer, c'est localiser et développer. Alors, on a tendance à dire, quand on forme avec Lean, qu'on va travailler avec des vecteurs. Alors, c'est juste un mot métaphorique pour dire qu'on a à un moment un client qui a quelque chose, une unité, on va dire, d'information, qui peuvent être contenus dans une métaphore ou autre chose. Et tant qu'il va y avoir de l'information, on va explorer ça. C'est ce qu'on appelle explorer un vecteur. D'accord? Et donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous passer 3 grands types de vecteurs illustrés avec la démo qu'on a eue pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Le premier type de vecteur qu'on va explorer, c'est en effet localiser et développer. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on pose la question « où ?» et puis ensuite, on va chercher des attributs, une taille, une forme, une couleur. Ce que ça génère à ce moment-là chez le client, c'est-à-dire qu'au moment où on va identifier un objet ou quelque chose, on va identifier où il est et puis on va aller voir est-ce qu'il a une taille, une forme, est-ce qu'il a une couleur, est-ce qu'il a une texture. Et vous voyez que du coup, le vecteur prend de la consistance. L'exemple type qu'on a dans la démo, c'est le trèfle. C'est un trèfle à 4 feuilles. Et est-ce qu'il a une couleur? Oui, il est doré. Et est-ce qu'il a une texture? Oui, c'est de l'or. D'accord? Et vous voyez qu'en effet, et vous avez vu le visage du client, au fur et à mesure que le trèfle évolue, comment son visage se transforme. Et on voit qu'il se passe quelque chose à ce moment-là chez le client. Et Guillaume, quand il se passe ça, et quand on facilite comme ça en clean, qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires? Eh ben, on est dans la construction du buffer, justement. On est dans la construction du buffer et on va amener le buffer à être nourri des mémoires perceptives. Surtout qu'en plus, en fonction des mémoires perceptives, la modalité de représentation va être relativement commune à tous. Par exemple, si quelque chose est très intense, les personnes ont tendance à leur donner une représentation dans le buffer, à les intégrer de façon grande. Alors que si l'intensité est faible, petite. Ou alors, on va avoir une autre modalité comme très lumineux, quand c'est très important. Ou alors,
très sombre. Et on a tous à peu près ce même système de traduction. On va faire une petite expérience comme ça que je viens d'avoir en tête. Je vais vous parler de deux formes. Il y en a une, c'est un nuage, okay, très arrondi, comme on pourrait dessiner des nuages arrondis de gamins, ou une autre forme très anguleuse, avec des épines un peu partout, vous savez, un peu comme les promotions dans les années 90. On faisait des gros pancartes jaunes avec des pics de partout pour être sûr qu'on ne la loupe pas. Okay, la forme 1, le nuage, on va dire que c'est la forme numéro 1, et celle qui est avec les pics dans tous les sens, c'est la forme numéro 2. Maintenant, sans vous dire laquelle, il y en a une qui s'appelle Kirikiki et l'autre qui s'appelle Omolulu. D'après vous, est-ce la forme 1 ou la forme 2 qui s'appelle Kirikiki? Je vous laisse juste noter là dans le chat. 2, sans hésitation. 2, 1. On voit des esprits rebelles. 2. Oui, Kirikiki, oui. Ah, il y a quand même quelques-uns qui mettent la 1. Eh bien, en fait, spontanément, on va dire que généralement, la grande majorité des gens, vont dire que celle qui s'appelle Omolulu, eh bien, c'est la forme en nuage très arrondie, alors que celle qui s'appelle Kirikiki, c'est celle qui est très anguleuse. C'est totalement irrationnel, et pourtant, on a le même réflexe. C'est-à-dire qu'on va venir créer des transversalités entre des formes et des sons en leur donnant une certaine traduction, une certaine sensibilité de traduction. Eh bien, lorsqu'on va venir interroger, du coup, la base métaphorique de l'individu, on va l'amener à replonger dans ses mémoires perceptives pour qu'il vienne nourrir sa métaphore et en fonction de la forme, de la taille, de la couleur, de la texture, il va pouvoir venir l'affiner par rapport à la mémoire perceptive du sujet initial. Donc, de construire sa métaphore en intensité similaire par la taille, la forme, le goût, le son, tout ce que vous voulez, au sujet initial. Et c'est ça qui est fait à ce moment-là, c'est l'exploration de la métaphore en référence initiale avec le sujet. J'espère que ça répond à ta question, Chloé. Ça répond en partie à la question, tout à fait. Et quand on a deux séquences de types de questions différentes dans ce vecteur-là. Et on voit bien qu'en effet, c'est une question de buffer qui est faite. Et il y a en effet une première question qui est la question « où ?» et ensuite, il y a une question du développement des attributs. Qu'est-ce qui se passe quand on pose la question « où » et… On va interroger l'espace. On vient interroger l'espace et le temps. On vient interroger la structure même du buffer. C'est-à-dire que tous ces éléments de représentation ne peuvent pas être fusionnés en un point. Donc, il va falloir l'organiser dans l'espace. Où et c'est vraiment une interrogation même de l'espace. Et là, pour le coup, on va venir s'appuyer sur les mémoires visio-spatiales ou spatio-temporelles qui vont nous permettre de structurer dans l'espace et dans le temps. Bon, on a vu que le temps et l'espace sont extrêmement liés. Ça va donner l'élément de structure du buffer. Donc, on est bien dans ce que nous, on appelle développer un vecteur. On est bien sur un buffer et le fait d'étayer le buffer et d'enrichir le buffer avec des informations temporelles, spatiales, et de tout ce qui est de la mémoire perceptive, de remonter tout ce qui est aussi lié à la mémoire perceptive autour de ce genre de sujet. C'est ça. Vous facilitez en fait la structuration de la métaphore de l'individu en venant interroger l'ensemble des structures de mémoire, pour que la métaphore soit riche de toutes ces formes de mémoire et non pas uniquement focalisée sur un aspect. Et là, on vient de regarder comment typiquement travailler sur une métaphore et le développement d'une métaphore. On peut avoir d'autres choses qui se passent dans le questionnement et ce qu'on va appeler développer un paysage. Alors, développer un paysage, on va étayer. Les questions qu'on peut utiliser à ce moment-là, c'est quel genre, est-ce qu'il y a autre chose? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que comme tout à l'heure, on a un sujet qui arrive, on va poser une question et le client va naviguer dans des images qui vont se succéder les unes après les autres pour créer ce qu'on va appeler un paysage avec des choses qui peuvent être développées et d'autres moins. Typiquement, dans l'exemple qu'on a, c'est ce qui s'est passé
quand on a eu d'un côté le trèfle doré et de l'autre côté le feu d'artifice. Alors, on était dans une session extrêmement courte, puisque la session a duré au total 11 minutes, mais quand on est dans une séance plus longue, on va prendre plus de temps à faire ça et on va voir comme ça plusieurs choses qui vont apparaître et se développer les unes après les autres. Donc, Guillaume, quand on pose des questions, quel genre de autre chose qui sont des questions qui donc ont vocation à ouvrir ou à développer autour, qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires? Tu l'as très bien dit en fait, c'est ouvrir sur ou développer. En fait, soit l'individu va trouver que sa métaphore reste en cohérence avec son sujet initial et elle va continuer à venir le nourrir, à le développer, à le structurer, à ramener également d'autres éléments métaphoriques dans sa métaphore initiale, ou alors à l'ouvrir, pourquoi pas, sur une autre. Si jamais elle était... qu'à un moment donné, quand tu poses autre chose de quel genre de... Peut-être que ça peut amener aussi à venir construire un autre buffer, une autre métaphore qui sera plus en justesse, plus en finesse, à force de faire ce travail d'association, d'exploration des points de similitude. Il faut savoir quand même que le cerveau, il scanne, mais il ne scanne pas tout pour en sortir le meilleur résultat dans l'absolu. Il va faire un premier passage en repérant des éléments pertinents dans un premier passage, mais peut-être qu'en rescannant ou en amenant à développer, il va retrouver un autre élément encore plus pertinent, un point de similitude encore plus fort. Et donc, soit il va venir créer un nouveau buffer, soit le buffer initial est suffisamment fort, suffisamment structuré, suffisamment signifiant pour mériter de continuer à être développé. Donc, on n'enferme pas la personne. Au contraire, on la laisse libre d'aller chercher le maximum de pertinence. Et donc, on va l'accompagner pour enrichir un buffer et aller développer d'autres buffers. Et du coup, à ce moment-là, dans cette période où on est vraiment dans l'exploration, et pour revenir au schéma ici, dans cette exploration, à chaque fois qu'on a un petit papillon, quelque part, on a un petit papillon et ses cercles concentriques qui sont autour, on ouvre autant de buffers et les flèches ne sont que la navigation du client pour ouvrir ces différents buffers les uns après les autres. Exactement. Exactement. Et j'attire votre attention sur le fait que quand on fait ça en clean, à ce stade-là, on peut être juste dans le fait d'ouvrir les buffers et ça peut prendre un certain temps de rentrer juste dans cette navigation sans essayer, et je reviens sur les représentations, sans essayer de caler notre représentation à nous dessus. Ça fait partie des grandes tendances qu'on a, ça fait partie des métiers qu'on fait aussi, que d'essayer de voir les schémas des clients, etc. Mais vraiment, une des spécificités du clean, c'est d'être dans l'ici et maintenant, dans le lâcher complet de ce qui se passe à ce moment-là, pour accompagner le client dans cette navigation en faisant fi complètement des représentations que nous pouvons y voir et des schémas qu'on peut voir se dégager à ce moment-là. Et on voit bien l'impact d'ailleurs. Le trèfle, qui aurait imaginé qu'il soit autre chose que vert? Alors, merci de le pointer, Guillaume. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'on a quand on fait du clean. Et la localisation, la taille et la forme suivie de la couleur est un mécanisme quasi de l'ordre du réflexe quand on a un certain niveau de pratique. Et au moment où j'ai posé la question de la couleur, je vous avoue que dans ma tête, je me suis dit, t'es vraiment con, un trèfle, c'est vert. Mais la question était posée. Je ne l'oublierai jamais. Donc maintenant, je pose systématiquement la question de la couleur parce que je n'oublierai jamais qu'un trèfle, ça peut être doré en or et que ça peut représenter beaucoup pour un client. La représentation du trèfle vert, c'était la mienne. Donc en effet, c'est d'être capable de lâcher prise complètement sur ce qui se passe. Et pourquoi j'ai posé cette question à ce moment-là? Alors oui, il y a une partie réflexe, j'en sais rien. Je serais incapable de vous le dire. Mais je suis contente de l'avoir posé ce jour-là. Et je suis d'autant plus contente que la personne m'ait permis d'utiliser la vidéo pour que vous puissiez aussi en profiter. Il y a une personne dans le chat qui nous dit qu'une métaphore n'est pas nécessairement visuelle, complètement. Une métaphore n'est pas fondamentalement visuelle. On a ce réflexe d'aller sur la vision parce que la vision correspond à peu près à 80% de nos voies neuronales sur la perception de notre environnement. Donc, c'est vrai que du coup, c'est une voie prioritaire de traitement de l'information pour notre cerveau. Mais des personnes ont pu développer, par
par environnement ou par exposition, d'autres voies de traitement de l'information, comme effectivement le goût, comme l'odorat, comme la musique, le son, etc. La musique, d'ailleurs, est une métaphore magnifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la musique parce que c'est vraiment supra compliqué en euros. Mais c'est en tout cas une métaphore de l'individu qui est absolument splendide. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on a souvent tendance à écouter des musiques en accord avec nos états physiologiques, nos émotions, etc. etc. Donc, la métaphore n'est pas que nécessairement visuelle, loin de là, effectivement. C'était bien de l'avoir signifié. Sur ton schéma, Guillaume, tu parles d'une entrée par les entrées sensorielles. Et en effet, il y a le sujet des métaphores. Et en effet, je vous parlais aussi d'autres techniques comme du clean space. Dans le clean space, typiquement, on va chercher des informations sensorielles, mais qui ne sont pas visuelles et qui ne sont pas métaphoriques, qui peuvent être visuelles, mais pas forcément. Mais ce sujet ne sera pas abordé aujourd'hui. On aura certainement l'occasion de le traiter un jour. Mais en effet, quand on travaille en clean, on va travailler avec des clients qui, pour certains, vont être très visuels, d'autres qui vont être très émotionnels, d'autres qui vont être très kinesthésiques. Et les questions clean peuvent être posées sur des métaphores, mais peuvent être également posées sur d'autres types de perceptions, et peuvent même être posées sur du langage très conceptuel. Ça permet aussi une évolution et de suivre un vecteur différent. Tu es en train de dire qu'on va refaire une conférence version Clean Space ou quelque chose comme ça? Oh ben, un jour ou l'autre, on abordera le sujet. Quand, comment, sous quelle forme, Guillaume, bon, okay. On va en reparler. Mais ça fait 2 fois dans la journée que je vois le sujet passer, une fois dans le chat et une fois sur LinkedIn ce matin. Donc, je me dis, je pense qu'il y a matière. Bon, d'accord. Alors, 3e type de vecteur. Quand on peut avoir une intention comme de faire avancer une stratégie, en clean, on a des questions qui tournent autour. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe avant? Quand on suit ce type de vecteur, on va avoir donc toujours quelque chose qui apparaît chez le client et puis on va poser des questions donc de type plutôt séquentiel. Ce qui nous amène à avoir ce genre de représentation. Dans la démonstration... Je te coupe juste une toute petite seconde, je reviens dans 2 minutes, j'ai tout qui vole, il faut juste que je fixe tout ce qui vole parce que tout est en train de casser, donc je suis à toi de suite. Allez, je t'en prie, va vite rattraper ce qui vole dans... Donc, dans ces schémas de qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe avant, vous avez vu quand la question a été posée au départ au client de qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe de la magie. Et on aurait pu partir sur la magie et quel genre de magie, est-ce que cette magie, elle a une taille, une forme, ou c'est comme quoi cette magie. J'ai fait le choix de partir sur qu'est-ce qui se passe après la magie. Et vous voyez que ça a amené le client vers autre chose. Il y a un autre moment aussi où elle parlait du feu d'artifice. Et ça jaillit. Et je lui ai demandé, ça jaillit vers où? Donc, dans un cas, on était dans du séquentiel, c'est-à-dire on était sur qu'est-ce qui se passe après. Le ça jaillit vers où? On était plutôt sur du spatial. Et quand le ça jaillit vers où et qu'elle a dit ça jaillit vers les gens, ça jaillit autour de moi, ça jaillit partout, ça inonde. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe après et ça a fourni le feu d'artifice. Et là, on a une cliente en effet qui parle vraiment facilement en métaphore. Et vous voyez comment le qu'est-ce qui se passe après est ce qui va permettre de faire une évolution. J'allais dire... Alors, j'ai envie de dire, d'aller d'un vecteur vers un autre. C'est-à-dire qu'on va avoir au départ un sujet et puis en le faisant avancer, on va aller vers autre chose qui va apparaître et qui va pouvoir être développé. Dans certains cas, ça va être une succession type un peu paysage qui va devenir séquentielle. Dans d'autres cas, on va avoir des développements de stratégie. Et alors là, je suis très embêtée parce que comme je n'ai pas à l'écran, voilà, comme je n'ai pas à l'écran tout le monde, je ne savais pas si Guillaume était revenu ou pas. Donc, je note que Guillaume n'est pas encore revenu.
Je suis là. Et tu es là. Alors, je vais juste rapidement te remettre dans le bain du vecteur. J'ai dû couper l'écran pour savoir si tu étais là ou pas. Donc, je vais repartager l'écran. Et donc, on était sur ce vecteur d'avancer, de reculer dans le temps avec les exemples de qu'est-ce qui se passe après, qui, dans le cadre de la démo, a donné la magie dans les coachings, a donné le feu d'artifice, et puis quelque chose qui était légèrement différent, qui était ça jaillit vers où, qui a donné quelque chose de plutôt spatial et temporel. Ouais, justement, on est complètement dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le registre visuospatial ou le registre spatio-temporel. Le temps, c'est la mise en mouvement de l'espace. Et donc, c'est la mise en mouvement de l'individu dans son environnement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'est créé une métaphore d'un environnement similaire au sujet initial. Mais là, il s'est créé une métaphore avec des points de similitude, mais qui ne bloque plus le mouvement cette fois-ci. Et donc, quand on va l'interroger sur l'avant ou l'après, on le remet en mouvement dans cet environnement sécurisé métaphorique. Et c'est une remise en mouvement de l'individu. D'ailleurs, l'imaginaire, en neurosciences, on appelle ça, ou en sciences cognitives, on appelle ça l'imagerie mentale. Oui, c'est ça, l'imagerie mentale. C'est-à-dire le fait de se mettre en mouvement dans l'espace. L'imagerie motrice, je suis en train de me dire mentale, ça ne marchait pas. C'est l'imagerie motrice. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Donc, l'imagerie motrice, c'est bien le fait de se projeter en mouvement ou un mouvement dans l'espace. Et donc, dans le sens métaphorique, lorsqu'on vient questionner sur l'avant ou l'après, eh bien, on amène l'individu à se déplacer dans l'espace, à se remettre en mouvement dans un élément métaphorique similaire au sujet initial, mais dans lequel il peut évoluer, il peut se mettre en mouvement, on peut réimpulser l'action. Donc, effectivement, il y a une progression de l'individu. C'est bien ça qui est joué. Et dans cette progression de l'individu, est-ce qu'on est toujours à l'intérieur d'un buffer? Est-ce qu'on est dans l'enchaînement de buffers? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça va dépendre comment l'individu va gérer sa chronologie. Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il va pouvoir rester dans le même buffer, dans le même environnement métaphorique? Ou est-ce qu'il va aller chercher des transversalités dans les différents buffers qu'il a fait, donc dans les différentes métaphores? Est-ce qu'il en a eu besoin de plusieurs? Est-ce qu'il en a eu besoin d'un seul? Est-ce qu'il y a une succession? Là, je pense que tu dois certainement avoir ça durant tes sessions. Les gens en ont ouvert plusieurs et quand ils passent avant, ils reviennent dans un précédent buffer ou un autre, ou ils vont en créer un autre, ou alors ils vont rester dans le même. Là, vraiment, pour le coup, c'est juste que les buffers sont des environnements sécurisés similaires. Et là, pour répondre à ta question, Guillaume, on ne sait jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Avec la question qu'est-ce qui se passe après, des fois, on va avoir quelqu'un qui va sauter dans une autre métaphore. Et puis, des fois, on a des clients qui vont juste être dans le suivi d'une stratégie qu'ils ont en place. Et donc, j'allais dire d'étoffer, mais de manière séquentielle, un buffer. Et ça, c'est vraiment... les questions clean sont des invitations. Ce sont des co-facilitateurs, mais ce ne sont que des invitations. Et comme je vous disais, ce n'est pas parce que vous posez la question « c'est comme quoi » que vous allez avoir une métaphore. Ce n'est pas parce que vous posez la question « qu'est-ce qui se passe après » que vous allez pouvoir contrôler si c'est un changement de buffer ou si c'est juste une séquentialité de quelque chose. Et ces questions qu'on essaye des fois et je suis la première à le faire, d'essayer de les typer sur des types de buffers, et en fin de compte, en fonction du client, de sa représentation, de son état du moment, de qui il est, ça va donner des choses très, très différentes. Et tu dis souvent, Guillaume, que les choses, alors je n'ai pas la phrase que tu dis exactement, mais que les choses se passent toujours à un moment donné dans un contexte donné. Oui, tout à fait. C'est à un moment T dans un contexte donné. Là, on ne peut pas le présupposer, et c'est encore une grande force, à mon sens, dans cette procédure-là, c'est qu'on n'interfère pas dedans. On n'enferme pas un individu dans une représentation, quand bien même cette représentation ne lui correspondrait plus, ou ne lui donnerait plus la liberté de mouvement qu'il recherche. Donc, pour le coup, c'est très bien joué. Et donc, on a un client qui a une liberté de mouvement et on voit qu'on a des types de questions qui permettent d'aller plutôt vers des développements de vecteurs, des développements, des explorations de buffers en fonction d'un certain nombre de choses. Mais bon,
nous sommes des coachs, nous sommes dans des séances de coaching et il y a quand même à un moment, notre travail, ce n'est pas juste de suivre notre client, c'est aussi de faire des choix de questionnement qui vont leur permettre d'aller un petit peu plus loin. Et une des choses qu'on fait dans ce cas-là, c'est d'interroger les relations. Alors, la question qu'on peut poser pour interroger une relation, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre une chose et une autre? Je vous invite à noter que c'est du conditionnel, c'est-à-dire ce n'est pas quel lien peut-il y avoir, c'est-à-dire on ne fait pas le présupposer qu'il y a un lien, on interroge sur le fait que potentiellement il y a un lien. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux choses qui ont été développées par un client et on interroge la relation. Ce que j'aurais pu faire dans la séance et que je n'ai pas fait pour des questions aussi de temporalité, j'aurais pu développer le feu d'artifice. Une fois que le feu d'artifice a été nommé, j'aurais pu interroger et développer le feu d'artifice. Et si j'avais fait ça, par la suite, j'aurais pu interroger, est-ce qu'il pourrait y avoir une relation entre le trèfle, le 4 feuilles doré en or et le feu d'artifice et les mots du client par la suite? Guillaume, quel est l'intérêt de poser la question à un client, de savoir s'il peut y avoir des relations entre deux choses développées? Donc, d'après ce que j'ai compris, ce que tu dis, deux informations contenues dans deux buffers, c'est-à-dire d'interroger deux buffers, l'éventuelle relation entre deux buffers. On l'a vu, en fait, dans les différentes formes de mémoire, notamment dans les mémoires perceptibles, les trois quarts du temps, ça vient de là. Dans les mémoires perceptibles, il y a avoir un point commun, en fait, qui a servi justement d'extrapolation et de création de la métaphore. Mais est-ce que ce point commun a été porté à la conscience ou pas? Et donc, est-ce que ce point commun peut devenir un nouveau buffer qui va ouvrir en fait sur le point commun entre les deux situations métaphoriques et donc créer la conscientisation de ce point commun et qui va pouvoir devenir un nouveau terrain de travail pour l'interlocuteur, une nouvelle piste pour qu'il puisse conscientiser la façon dont il a créé sa métaphore. Qu'est-ce qui l'a amené à créer cette métaphore-là ou à créer ces métaphores-là pour essayer de trouver le point reliant, le conscientiser ou pas. Si la personne est prête, entre guillemets, à le conscientiser, alors ça va porter à la conscience, ça va créer un nouveau buffer, non plus sur un élément métaphorique, mais sur un élément de fait. Ou alors la personne n'y est pas prête, et en croisant les buffers, la pertinence du point commun ne va pas émerger, c'est que la personne n'y est pas encore prête, et on le respecte, on la laisse libre de ne pas conscientiser ça, de ne pas créer un nouveau buffer là-dessus. Donc, il y a une liberté qui est fine là-dessus. Et Guillaume, il y a quelque chose par expérience que j'observe au moins, c'est que quand un client me dit non, il n'y a pas de relation, souvent, ce fameux buffer, ce lien, il apparaît un peu plus tard dans la séance. Oui, complètement. Il y a tout un travail. Alors, on va le voir un petit peu plus tard. On a liés à ces mémoires perceptives, on va avoir des déclencheurs neurophysiaux qui vont soit nous pousser à l'action et à s'engager, soit d'autres qui vont être aversifs et qui vont créer des verrouillages, de la fuite, du déni, etc., etc. Si jamais ce point commun est encore trop intense, c'est-à-dire qu'on peut encore l'exprimer dans des métaphores, mais on n'est pas encore prêt à les exprimer en tant que sujet réel, l'aversivité, les déclenchements physiologiques vont créer une aversivité trop forte et l'individu n'est pas encore prêt à maîtriser cette aversivité. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir continuer à évoluer dans le sens métaphorique, mais il ne sera pas encore prêt à l'évoquer comme sujet de représentation principale sans passer par la métaphore. Il n'en est pas encore prêt, pas de souci. Et là, on voit en quoi cette méthode est en effet très respectueuse de l'avancée du client tout en lui donnant l'opportunité de faire les liens, de créer ses buffers et d'accéder à l'information, mais en respectant en effet son état physiologique et son aptitude à le prendre dans l'instant. Tout à fait. On vient de faire un grand bloc autour d'explorer et développer. On a regardé les différents types de vecteurs, c'est-à-dire comment les vecteurs se créent en se basant sur quelle mémoire, les interactions entre les buffers, comment les interrogations entre deux buffers créent d'autres buffers. Et dans une séance, on y a passé un certain temps. Et comme je disais tout à l'heure, on est coach et on a quand même bien à la fin des séances, quand même, notre client est avancé. On lui a posé la question d'un objectif au départ, en général.
et on va aller vérifier l'évolution de notre client par rapport à son objectif. Alors, comment on fait ça en clean? On a des questions qui sont vraiment des questions qui permettent d'aller recapitaliser et de permettre au client de savoir où est-ce qu'il en est. Les deux grands types de questions qu'on va poser, c'est qu'est-ce que tu sais maintenant, 2, et qu'est-ce qui est pareil ou différent par rapport à. Dans la vidéo que vous avez vue, les deux questions ont été posées, puisqu'il y a un moment où voilà, je lui ai dit donc ça jaillit et ça inonde et trèfle doré. Donc j'ai vraiment recapitalisé des informations de buffer différents. J'ai bien été explorer le buffer du trèfle, mais j'ai aussi recapitalisé sur tout ce qui était du ça jaillit, ça inonde, le feu d'artifice, pour lui poser la question, qu'est-ce que tu sais maintenant de utiliser la magie dans tes coachings à toi, qui était son objectif de départ? Et ça, c'est une question que je lui ai posée. Et par la suite, sur la fin, il y a eu deux boucles de bouclage à la fin, je ne sais pas si vous avez bien vu les deux. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui est pareil ou différent pour toi une fois que tu as changé ton trèfle sur ton dessin. Ces deux questions qui, à des moments où, sur la fin de la séance, repartent de ce qu'il y a eu au début, le dessin et l'objectif nommé, pour aller boucler par rapport à ça et permettre au client d'aller capitaliser sur l'information que lui a retenue de sa séance et de l'avancée de sa séance. Guillaume, qu'est-ce qu'on fait au niveau des mémoires quand on fait ça? Alors, il y a des choses qui jouent au niveau des mémoires, c'est-à-dire que la personne, on l'avait amené, rappelez-vous, à fixer au départ sa situation, ce qu'elle voulait évoquer. Donc, on est venu fixer ce buffer-là et on l'a bien matérialisé. Et ensuite, effectivement, à la fin, dans cette évolution, on va venir reboucler l'ensemble métaphorique de l'individu et venir le fixer. Et ensuite, on va les mettre côte à côte en comparaison pour que la personne puisse elle-même évaluer son avancement ou pas d'une situation. En fait, on vient s'appuyer sur ce qu'on appelle le biais de contraste. Le biais de contraste, c'est que notre cerveau est absolument incapable d'évaluer une chose dans l'absolu. On ne sait juger ou évaluer que de façon relative. Si on voulait évaluer quelque chose dans l'absolu, ça voudrait dire que notre cerveau serait connecté à tout ce qui est sur Terre ou dans l'univers, et qu'il pourrait évaluer une chose par rapport à une moyenne sur la totalité de ce qui est, ce qui est bien évidemment techniquement impossible. Donc en réalité, ce que notre cerveau va faire, c'est qu'il va venir évaluer une situation en comparaison avec une autre. Si jamais vous avez un doute là-dessus, il y a une petite expérience sympa à faire. Vous prenez 3 bassines d'eau. Là, celle de gauche, vous mettez des tonnes de glaçons dedans. Celle de droite, vous mettez une eau genre à 60 degrés, quand la touche, c'est chaud. Et au milieu, vous mettez une eau à température ambiante. Vous plongez la main gauche dans la bassine glacée, la main droite dans l'eau bouillante. Quand la main gauche est bleue et que celle de droite est rouge et crevisse, vous plongez les deux mains en même temps dans l'eau du centre. Et vous allez voir que pour la main gauche, l'eau du centre est chaude et que pour celle de la main droite, elle est froide. On ne peut évaluer une chose qu'en la comparant à une autre. Et donc là, en fait, on amène l'individu à pouvoir évaluer son propre cheminement. Donc, on n'est pas en train de lui dire « bravo, c'est bien, tu as fait des progrès », ou de lui dire « tu as un glandu, tu n'as pas bougé ». On l'amène tout simplement à avoir sa propre évaluation de l'avancée de sa situation, non pas par rapport à l'objectif final dans l'absolu, mais par rapport à la situation initiale. Et donc, c'est nous qui lui donnons la valeur de référence qui va lui permettre de porter son évaluation de cheminement. D'ailleurs, je dis nous, tu vois, à force qu'on bosse ensemble, Chloé, je dis nous. Je n'ai jamais fait de clean de ma vie. Donc, c'est à ce moment-là que vous... ouais, mais j'aime bien dire nous. Et donc, ça permet de pouvoir donner... ça nous permet de pouvoir donner la valeur de référence à partir de laquelle l'individu va pouvoir évaluer sa situation aujourd'hui et de pouvoir constater de son cheminement. Et donc, on vient utiliser le biais de contraste. Et là, on a vérifié l'évolution et on a laissé le client être maître de son évolution à lui en lui donnant la donnée de départ, mais c'est lui qui juge de lui. Et on aime bien que nos clients avancent.
Là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la séance que j'ai faite de hier soir où j'ai été chercher l'avancée très très loin, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, pour faire ça de manière clean, qu'est-ce qu'on fait quand on veut identifier, tester le passage à l'action? On a plusieurs types de questions. De type, et quelle pourrait être ta prochaine étape? Et d'une fois qu'on a posé cette question, on va lui demander est-ce que tu peux ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que tu puisses. Dans la séance que vous avez vue en démo, il y a ce genre de questions ont été posées. Il y avait et tu as envie d'utiliser ce moyen-là et est-ce que tu peux utiliser ce moyen-là? Et quand tu as envie et que tu peux, quelle est la première chose que tu vas faire pour utiliser ça? Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un client qui dit oui, oui, je peux parce que de toute façon, j'ai envie, donc je peux. Et j'ai fait le choix de ne pas arrêter la séance là. J'avais pris un engagement de 10 minutes, j'étais à 9 minutes, je me suis dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. J'ai fait le choix de ne pas arrêter là parce que je pensais qu'il y avait besoin d'autre chose. Et donc, j'ai réinterrogé, elle a continué, il y a eu un travail fait sur le dessin, on reviendra sur ce qui s'est passé à ce moment-là un peu plus tard. Et une fois je lui ai demandé, peux-tu modifier ton dessin? Et là, elle a pu modifier le dessin et c'est dans la modification du dessin que son visage s'est vraiment transformé. C'est-à-dire qu'en effet, en tant que facilitateur, moi, j'avais l'information que le client arrivait à la boucle de quelque chose ou pas. Mais surtout, j'ai vu que quand elle me disait « oui, oui, je peux passer à l'action parce que j'ai envie, je vais le faire », l'action, elle n'était pas complètement ancrée, mais par la suite, elle a pu le faire puisqu'elle est en effet passée à l'action en changeant son trèfle, en disant « je mets du jaune, voilà, une trèfle dorée dans la nature. Ce n'est pas courant, mais au moins, j'ai le mien à l'intérieur. » Guillaume, qu'est-ce qui se passe pour le client quand on vérifie le passage à l'action? Qu'est-ce qui se passe pour le client quand il n'est pas complètement prêt et qu'on a en effet cette double information entre du langage d'un côté et de l'autre côté un visage qui n'exprime pas ça? Et qu'est-ce qui se passe quand vraiment on a le sourire de Nathalie à la fin qui dit « ouais, mon trèfle il est à l'intérieur et c'est bon, je vais l'utiliser, quoi ». Guillaume, est-ce que tu as arrêté ton vachement micro? Mieux avec le micro. Ouais, J'ai vu une expression de visage, genre, il raconte quoi? Donc, comme je vous disais, et ben là, pour comprendre ça, il va falloir comprendre, donc on va essayer dans le temps imparti, de comprendre ce qui met les individus en mouvement. Je vous ai mis une sorte d'organisme vivant, doué du mouvement. Mais le mouvement, il ne vient pas de nulle part. Il faut qu'il y ait une mise en mouvement de l'individu, donc il faut bien qu'il y ait une transformation quelque part, ou des déclencheurs neurologiques, physiologiques ou neurophysio qui se mettent en œuvre pour déclencher le mouvement. Alors là, comment ça se passe? J'ai juste avoir besoin, Chloé, si tu peux me mettre le schéma, parce que sans le schéma, je pense qu'on va avoir du mal. Touc. Bienvenue dans l'inéquation décisionnelle de BMO. On va essayer de le résumer. Cette inéquation, normalement, elle prend à peu près 20 heures de formation. Donc, on va essayer de la résumer en 5 minutes. Je vous ai dit, on perçoit 11 millions d'unités d'information par seconde de notre environnement extérieur. Ça va être traité par le cerveau. Une fois que c'est traité par le cerveau, ça va venir combiner des paquets de messages. Et en plein cœur de notre cerveau, dans le système limbique, on a une structure qui s'appelle le thalamus qui reçoit les 400 000 unités d'information, les 400 000 unités de messages de ce qu'on a perçu. Et là, le thalamus, il va se poser une question très simple. En fait, c'est lui qui va devoir affecter de la valeur par rapport à ce qu'il a perçu. Et donc, par rapport à l'existence, ensuite, qui va créer des choses. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Lorsqu'il doit affecter de la valeur, notre thalamus se pose une question très simple. Il se dit, est-ce que ceci est bon ou pas pour moi? Il faut savoir que notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années d'évolution et que ça a commencé bien avant qu'on soit considéré comme une espèce humaine. Et donc, notre cerveau répond à 3 grandes fonctions majeures. Se nourrir, enfin survivre, pas déconner d'abord, se nourrir et se reproduire. Si on ne se reproduit pas, il n'y a pas de succession et on ne peut pas reconnaître la boucle. Ensuite, toutes les autres stratégies sont des stratégies secondaires, tertiaires, etc., qui vont en découler. Lorsqu'on perçoit cette information, on a 2 solutions. Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Oui ou non. Lorsque quelque chose n'est pas bon pour nous, et ce qu'on va entendre par pas bon, qui représente un danger d'intégrité physique, un danger d'intégrité psychologique, un sentiment de perte de contrôle, une incohérence, de l'incertitude, etc., etc.,
eh bien, notre cerveau va déclencher un mécanisme d'alerte pour nous préparer à faire face à ce qui n'est pas bon pour nous. Et il va venir produire ce qu'on appelle de la noradrénaline et du cortisol. La noradrénaline pour nous préparer physiologiquement parlant à faire face, et le cortisol pour nous fournir toutes les ressources d'énergie dont on a besoin. C'est lui qui va transformer notamment nos lipides en glycogène pour avoir de l'énergie, parce que pendant des millions d'années, on ne faisait pas 3 repas par jour. Donc, ça va me fournir de l'énergie pour être capable de me mettre en mouvement et de faire face à la situation de mise en danger. Okay. Mais il y a une question très simple et qui est encore plus importante. Pourquoi on n'irait pas se mettre en danger? Après tout, on est 7 milliards. S'il y en a un d'entre nous qui se fait bouffer, dans l'échelle dans l'écosystème, c'est pas si grave que ça. Mais il fallait que la nature, en fait, trouve un moyen de faire en sorte qu'on n'aille pas se mettre en danger. Quand on nous dit c'est la peur, c'est l'instinct de survie, etc. Oui, tout ça, ce sont des rationalisations. Ce n'est pas la mécanique. Qu'est-ce qui sous-tend la mécanique de l'instinct de survie? Qu'est-ce qui sous-tend la mécanique de la peur? Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre en profondeur. Alors, pour faire simple, c'est le même mécanisme que ce qui nous oblige à respecter notre intégrité physique. Qu'est-ce qui va faire que je vais respecter mon intégrité physique? Eh bien, si je prends un stylo, que je me le plante dans la main, ce qui serait relativement pratique pour quand même avoir tout le temps un stylo à portée de main, c'est le cas de le dire, eh bien, c'est que si je me plante un stylo dans la main, ça fait mal. Et qu'est-ce que c'est la douleur? Eh bien, c'est une sensation à laquelle on est aversif. C'est une sensation qu'on ne supporte pas. Et parce que je ne supporte pas cette sensation, parce que je suis aversif à cette sensation, eh bien, je vais tout faire pour ne pas la faire, que si jamais je me suis planté par hasard, complètement par hasard, ça arrive tous les jours, un stylo dans la main, là, je l'enlève le plus vite possible et j'essaie de calmer cette sensation le plus rapidement possible. Ou si j'anticipe, et là, c'est vachement important, c'est-à-dire que si jamais j'anticipe que dans une situation, je risque de me planter un stylo dans la main, eh bien, je vais tout faire pour ne pas y aller. Et en fait, je vais bloquer l'action. Et ça va me déclencher ce qu'on appelle les réactions, vous connaissez certainement les 3 F, de combat ou de fuite. Alors, les 3 F, c'est to fly, to fight, or to freeze. Petite anecdote, to freeze, ça ne veut pas dire l'immobilisme. C'est très mal traduit en français, c'est la sidération. Mais si on reste simplement dans la mise en mouvement, ça va être combat ou fuite. Qu'est-ce que c'est que l'émotion qui en découle? J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous devez travailler sur les émotions. L'émotion est la conséquence du ressenti physiologique lié à la libération de noradrénaline dans le système nerveux central. C'est-à-dire que ça va venir nous produire une sensation, on parle bien de ressentir les émotions, eh bien, en fonction de l'intensité de la noradrénaline et de sa durée dans le temps, on va avoir différents ressentis qu'on va nommer frayeur, peur, angoisse, tracas, soucis, etc., etc. De façon très générale, les émotions négatives. Ce sont les ressentis physiologiques aversifs liés à la production de noradrénaline et de cortisol. Donc, quand une personne crée l'existence d'une situation dans sa tête qui a été aversive ou qu'elle anticipe pouvoir redevenir aversive, eh bien, son cerveau va produire de la noradrénaline et on va avoir une situation soit de repli, de fuite, soit de combat, d'agressivité, de destruction de ce qui crée l'aversivité. C'est généralement, à mon avis, très souvent pour ça qu'on vient vous voir en coaching. Souvent une situation qui m'est aversive. En revanche, dans le thalamus, quand quelque chose est bon pour nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va produire, le cerveau va venir nous récompenser. Il va produire en nous de la dopamine. C'est la récompense. Et donc, quand on se prend un shoot de dopamine, d'un point de vue ressenti physiologique, la conséquence, c'est le plaisir. Si certains d'entre vous ont déjà lu, ou si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, à lire la nouvelle qui s'appelle « La première gorgée de bière ». C'est une description parfaite du ressenti physiologique lié à la dopamine. Via le vecteur, cette fois-ci en déclencheur de la bière, il peut y en avoir plein d'autres. Bien évidemment, derrière, il y a également le Morito, Non, je déconne. On est bientôt vendredi soir. Donc, en mention légale, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais j'imagine que vous avez tous été confrontés à ce problème-là. Ce n'est pas le tout d'avoir une récompense quand je fais quelque chose qui est bon pour moi. C'est qu'il va me falloir quelque chose qui me mette en tension pour aller chercher une récompense. Or, le truc, et j'imagine que vous avez tous connu ça, essayez de faire plaisir à quelqu'un à Noël ou pour son anniversaire quand il possède déjà tout. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Comment lui faire plaisir?
Eh bien, en fait, je pense que la nature se dit à peu près la même chose. Attends. Tu vas voir que ces couillons d'humains, si je les laisse en état de plénitude absolue, il n'y a aucune raison que le matin, ils bougent leurs fesses pour aller chercher des choses qui sont bonnes pour eux, puisqu'ils sont déjà en état de plénitude. Donc, comment il fallait faire pour qu'on nous mette en mouvement pour aller chercher des choses qui sont bonnes pour nous et que la récompense prenne sa valeur de récompense? Eh bien, il fallait créer des états de tension. Et donc, la nature, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a rendus accros à la dopamine. Parce que si je n'arrive pas à maintenir un état homostasique, c'est-à-dire un certain seuil de dopamine dans mon organisme, je vais être en état de manque. Cet état de manque va me créer en moi un état de tension qui va m'obliger à me mettre en mouvement pour aller en chercher. On est tous des drogués. Vous êtes contents d'être venus? Et donc, c'est ce qui va me mettre en état de tension et qui va me pousser à aller chercher des choses qui sont bonnes pour nous. Je vous fais une version très courte. Si on n'était que accro à la dopamine, on trouverait the stratégie dopaminergique par excellence, on se demande bien laquelle. On ne ferait plus que ça et aucune chance qu'on puisse survivre au long terme. Donc, pour éviter qu'on s'enferme dans une stratégie, eh bien, la nature nous a rendu accro non seulement à la dopamine, également à l'ocytocine, à la sérotonine et aux endorphines, dans une autre mesure. Et donc, du coup, quand j'ai une satisfaction sur l'un, j'ai quand même des états de tension sur l'autre, je suis obligé de changer d'environnement, etc., pour avoir ma dose. En tant que drogué, j'ai besoin de ma dose. Comme ça, vous vous rappelez de la succession. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand une personne arrive en situation de coaching? Elle est bloquée dans une représentation, dans l'existence qu'elle a donnée à un environnement, donc cognitif, dans sa tête, qui va avoir, pour le coup, c'est une inéquation, parce qu'une situation n'est jamais que l'une ou que l'autre, mais dans cette existence qu'elle a donnée à son environnement, la part de noradrénaline et de cortisol est plus importante que la part de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, d'endorphine. Bilan dans cette inéquation, ce sont les intentions de combat ou de fuite ou de repli qui prédominent. Donc, pour pouvoir ramener l'individu à se mettre en mouvement, il va falloir réussir à travers le sens métaphorique et tout ce qu'on a vu, etc., faire en sorte que les facteurs de noradrénaline, grâce à la métaphore, on a pu la remettre en mouvement, que ces facteurs de noradrénaline et de cortisol diminuent, et que quand on lui a demandé au départ ce qu'elle souhaitait, on est venu matérialiser la dopamine. Pourquoi? Parce que la dopamine, dans les contextes qui vont déclencher de la dopamine, c'est l'optimisation des ressources pour atteindre un objectif et l'atteinte des objectifs. Il y en a d'autres, mais c'est cela qu'on vient chercher dans ce contexte-là. Donc, on est venu lui matérialiser cette part de dopamine. Donc ça, on lui a mis ce côté-là dans la balance. C'est juste que, pour le moment, jusqu'à maintenant, la noradrénaline et le cortisol étaient plus importantes que la part de dopamine. Et donc, finalement, en diminuant la noradrénaline et le cortisol à travers toute l'approche, eh bien, on va inverser l'inéquation, on va inverser la balance. La part de dopamine va redevenir plus importante. Alors, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, donc le cocktail, va devenir plus important que les facteurs aversifs. Et la personne va se remettre en mouvement, va se réengager pour aller chercher son shoot. Et quand on vérifie l'évolution, eh bien, c'est bien ce qu'on est en train de jouer. On est en train de vérifier si les déclencheurs et l'inéquation a bien opéré. Sachant que ça est totalement inconscient, ça se passe en 230 millisecondes dans notre cerveau. Donc, bien avant que ça puisse émerger à notre conscience. Et donc, c'est le mécanisme profond de mise en mouvement de l'individu qui vient de vérifier. J'espère qu'en version shortée, c'était compréhensible. Donc, si je résume en 2 phrases ce que tu viens de dire pour expliquer les 2 heures de conférence qu'on vient de faire, c'est-à-dire que quand on commence une séance de clean coaching, on va mobiliser la potentialité de satisfaction addictive de notre client par rapport à son objectif. Pendant toute la partie où on va aller explorer avec lui son intériorité, on va aller visiter ses mémoires, ouvrir les buffers, les remettre, en ouvrir d'autres sur des histoires de relations pour lui permettre de retravailler la structure de sa problématique à travers les métaphores. Et l'intérêt de ça, on le voit dans les mémoires, comment ça restructure l'information, mais le fait de travailler aussi dans des champs métaphoriques, parce qu'il n'est pas reconfronté à certaines mémoires directes, permettent de diminuer la quantité de noradrénaline et donc de noradrénaline et cortisol, et donc la résistance, on va dire, naturelle à y aller. Et sur la fin, on va boucler pour en effet donner un petit peu sa dose au client, c'est-à-dire qu'il puisse faire le lien sur la satisfaction de l'objectif atteint. La prochaine étape, on lui remet un petit peu de challenge sur
la prochaine étape et son prochain shoot de dopamine s'il y arrive pour pouvoir boucler une séance. J'ai à peu près compris, Guillaume? Exactement. Et quand tu fais tout ça, Chloé, c'est comme quoi? Eh bien, c'est comme une conférence qui touche à sa fin. Et c'est comme une séance de clean où on comprend un petit peu mieux ce qui se passe derrière. Les gens qui travaillent avec sa méthode le disent, David était un génie. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, les compréhensions que nous avons aujourd'hui, on est capable d'expliquer pourquoi ces questionnements, ces types de fonctionnement fonctionnent. Et donc, forcément, d'aller un peu plus loin, de les faire évoluer, de les pousser, mais en conscience et pas juste de manière complètement intuitive. Grand merci. Alors, pour juste conclure, vous avez vu donc ce cheminement de la séance. Vous avez eu les explications derrière de Guillaume. Si vous voulez aller plus loin, en ce qui me concerne, c'est-à-dire sur la partie clean, vous avez des formations sur 3 jours qui sont vraiment faites pour utiliser le clean dans des séances de coaching. Donc, il s'adresse à des gens qui sont déjà coachs pour venir chercher le complément pour être capable d'utiliser le clean language et uniquement le clean language. Et si vous pensez que ça peut vous intéresser, je vous invite très fortement à venir suivre l'atelier découverte de la semaine prochaine qui a lieu de 17h30 à 19h. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Ça permet de découvrir le clean en tant que client, mais de le découvrir aussi dans le rôle du facilitateur parce que c'est aussi un peu particulier de livrer ces questions-là. Et en ce qui te concerne, Guillaume, tu es beaucoup plus moderne que moi. Je vous invite, effectivement, les sujets sur les sciences cognitives et les neurosciences appliqués sur la mise en mouvement de l'individu par rapport à ces environnements vous intéressent. Soit vous prenez le téléphone et grâce au QR code, vous allez pouvoir directement vous créer un espace membre gratuit BMO. Ça va vous donner accès à la possibilité de suivre l'initiation gratuitement de BMO sur 2 heures, d'avoir accès à toute une base de ressources, de conférences, de bouquins, d'articles, pour les puristes ou ceux qui ont déjà fait médecine ou des masters, à des thèses, des mémoires et des thèses, etc., qui tournent autour de ces sujets-là. Voilà, tout simplement pour nourrir votre réflexion, nourrir votre connaissance et votre curiosité autour de ça. Et avec grand, grand plaisir, on vous accueillera dans ces espaces-membres. En tout cas, un grand merci à toi, Chloé, parce que c'est un exercice de style que j'aime beaucoup. C'est réciproque. Donc, vous recevrez probablement début de semaine prochaine un email avec le lien sur le replay et puis aussi nos coordonnées à Guillaume et à moi. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, on se fait toujours un plaisir d'y répondre et de rester en lien avec les personnes qu'on découvre en conférence. Et puis, pour ceux qu'on connaît, à très vite dans des endroits différents et variés. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre attention et puis au plaisir de pouvoir poursuivre ces échanges-là.